Que feriez-vous si quelqu'un en qui vous avez confiance toute votre vie vous trahissait de la manière la plus inimaginable, si les personnes que vous aimiez et chérissiez se révélaient être les architectes de votre douleur la plus profonde? À Paris, la vie parfaite d'un jeune pasteur s'est effondrée dans une tempête de secrets et de mensonges, menant à l'un des crimes les plus horribles dont vous ayez jamais entendu parler. À la fin, une femme enceinte a été décapitée et un beau-père a été dissous dans de l'acide. Qu'est-ce qui a pu pousser un homme de Dieu à des extrêmes aussi horribles? Et comment une vie de confiance, de foi et de loyauté familiale s'est-elle terminée par une trahison indescriptible? Avant de plonger dans cette histoire obsédante, je souhaite vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Merci à nos incroyables téléspectateurs et abonnés. Votre soutien nous alimente chaque jour. Si vous avez envie des histoires de crimes les plus époustouflantes et les plus effrayantes qui vous laisseront sans voix, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Frappez-le, restez accro et allons-y. Pour le monde extérieur, le pasteur Henri Oliver incarnait tout ce qu'un homme de foi devrait être. À seulement 28 ans, il était un prédicateur charismatique dont les sermons attiraient des centaines de personnes dans sa modeste église de Paris. Connu pour sa personnalité magnétique et ses sermons passionnés, Henri était un homme dont la vie semblait guidée par la faveur divine. Henri parlait souvent de ses humbles débuts, ayant grandi sous la garde de sa mère dévouée, Sandy Oliver, devenue veuve alors qu'Henri n'avait que 7 ans. Sandy l'avait élevé avec une détermination sans faille, équilibrant son propre chagrin tout en veillant à ce que son fils grandisse avec une base morale solide. Le père d'Henri, un homme travailleur mais distant, était décédé subitement dans un tragique accident, laissant un vide que Sandy a travaillé sans relâche pour combler. L'amour de Sandy pour Henri était inégalé. Pendant des années, elle est restée célibataire, se consacrant entièrement à l'éducation de son fils. Mais quand Henri a eu 11 ans, il a commencé à la supplier de se remarier, affirmant qu'il voulait une figure paternelle dans sa vie. À contre-cœur, Sandy accepta et épousa Gilbert Laurent, un homme connu pour sa gentillesse et sa foi dévote, même si ses luttes contre l'alcool entachèrent parfois son caractère par ailleurs respectable. À mesure qu'Henri devenait adulte, sa relation avec Gilbert était amicale mais distante. Henri idolâtrait son défunt père, et aucun beau-père, aussi bien intentionné soit-il, ne pouvait combler ce vide. Pourtant, il respectait Gilbert pour sa présence constante dans la vie de sa mère. Grace, la femme du pasteur, est entrée dans leur monde comme une bouffée d'air frais. Quand Henri l'épousa, il la décrivit comme sa plus grande bénédiction, louant sa sagesse, sa maturité et son soutien indéfectible à son ministère. Leur mariage a été célébré par la congrégation, beaucoup le considérant comme un mariage ordonné par Dieu lui-même. La première ombre est tombée sur leur mariage 3 mois seulement après leur mariage. Henri avait été invité à prendre la parole lors d'une conférence religieuse dans un État voisin. Avec les encouragements de Grace, il a fait le voyage, la laissant aux soins de sa mère et de son beau-père pour le week-end. C'était une décision qui semblait inoffensive à l'époque, un mari aimant s'assurant que sa femme soit entourée de sa famille pendant son absence, mais c'était un choix qui allait tout changer. Le voyage d'Henri à la conférence était censé être une opportunité, une chance d'étendre son ministère, de réseauter avec d'autres dirigeants et de revenir avec une nouvelle inspiration pour ses sermons. Alors qu'il quittait la ville, laissant Grace aux soins de Sandy et Gilbert, il se sentait à l'aise. Sa femme et sa famille s'étaient rapprochées au cours des mois qui avaient suivi le mariage, et il n'avait aucune raison de soupçonner que son absence allait provoquer un désastre. L'arrivée de Grace à la maison familiale Oliver a été accueillie avec chaleur. Sandy a accueilli sa belle-fille à bras ouverts, ravi d'avoir de la compagnie pendant qu'Henri était absent. Gilbert, bien que plus silencieux, offrit un signe de tête polie et un petit sourire, se retirant dans le salon où le doux bourdonnement d'une vieille télévision jouait en arrière-plan. Ce samedi matin, Sandy a assisté à un déjeuner de charité organisé par son église. Elle est partie avec l'intention de revenir dans la soirée, en supposant que Grace profiterait d'une journée tranquille à la maison. Grace, elle aussi, avait prévu de se détendre, s'enfonçant dans le confort de la chambre d'amis pour lire et réfléchir. Mais au fil des heures, la tranquillité de la maison a commencé à changer. Gilbert, laissé seul avec Grace, avait sa propre routine. Ce n'était pas un homme d'excès, mais en de rares occasions, il se livrait à de vieilles habitudes que Sandy méprisait. Cet après-midi-là, il a sorti une bouteille de whisky, vestige de son ancienne vie avant de rejoindre le monde des écuries de Sandy.
S'installant dans son fauteuil inclinable, il se servit un verre, se disant que c'était juste pour passer le temps. Mais un s'est transformé en 2, puis 3, et bientôt la frontière entre ivre et ivre s'est complètement estompée. Pendant ce temps, Grace ignorait l'indulgence de Gilbert. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, lorsqu'elle quitta la chambre d'amis pour aller chercher un verre d'eau, qu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Elle trouva Gilbert affalé dans le fauteuil inclinable, la bouteille maintenant à moitié vide, les yeux vitreux mais concentrés sur elle. « Grace, dit-il d'une voix basse et brouillée, tu es une femme remarquable. Henri a de la chance de t'avoir. » Le compliment semblait étrange, déplacé, mais Grace sourit poliment. « Merci, Gilbert. Je le pense aussi, répondit-elle en se tournant pour partir. Mais sa voix l'arrêta. « Vous savez, a-t-il poursuivi, parfois je me demande si Henri réalise même à quel point il a de la chance. » Il y avait quelque chose dans son ton qui la mettait mal à l'aise, mais elle écarta cela comme une divagation ivre. « Je vais te laisser te reposer, dit-elle d'une voix calme alors qu'elle se retirait dans la cuisine. La soirée s'est prolongée avec Gilbert de plus en plus enhardi par sa brume alimentée par l'alcool. Ce n'est que lorsque Grace s'est retirée dans la chambre d'amis, prête à laisser cette étrange journée derrière elle, que la situation est devenue sinistre. Gilbert frappa à sa porte, le pas chancelant, la voix basse. « Grace, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, ses mots brouillés mais persistants. Son instinct lui disait de l'ignorer, de garder le silence, mais sa curiosité la trahissait. Elle ouvrit la porte, rencontrant son regard flou. « Qu'y a-t-il, Gilbert ?» Il poussa la porte plus large et entra dans la pièce malgré ses protestations. « Tu es si belle, murmura-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Henri ne te mérite pas. » La peur la saisit lorsqu'elle réalisa que la situation s'envenimait. « Gilbert, tu es ivre. Tu dois partir, dit-elle d'une voix ferme mais tremblante. Mais Gilbert n'est pas parti. La frontière entre l'inhibition et l'action disparut à mesure qu'il se rapprochait, ses intentions claires. Grace a essayé de le repousser, mais il l'a maîtrisé, sa silhouette plus grande et sa détermination ivre la laissant sans défense. Ce qui a commencé comme une horrible violation s'est terminé dans le silence, Grace étant trop abasourdie et terrifiée pour bouger. Lorsque Sandy revint plus tard dans la soirée, rien ne semblait clocher. Gilbert était de retour dans son fauteuil inclinable, la bouteille rangée, et Grace salua sa belle-mère avec une politesse forcée. Mais la rencontre avait laissé des traces, déclenchant une chaîne d'événements qui allait changer à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Le lendemain de l'incident, Grace s'est réveillée dans le brouillard, son esprit revivant les événements de la nuit précédente avec des détails angoissants. Elle s'assit au bord du lit de la chambre d'amis, regardant ses mains tremblantes. Tous ses instincts lui criaient de partir, de courir vers Henri et de tout lui dire, mais la peur la retenait. La peur de ne pas être crue, la peur de la honte que cela pourrait apporter, et plus inquiétant encore, la peur des troubles que cela pourrait déclencher au sein de la famille Oliver. Gilbert, quant à lui, faisait comme si de rien n'était. Il poursuivait sa routine matinale, se versant une tasse de café et feuilletant le journal comme si la veille n'était qu'un rêve oublié. Lorsque Sandy le rejoignit à la table du petit-déjeuner, elle ne remarqua rien d'inhabituel, attribuant son comportement légèrement lent au reste de sa consommation d'alcool. Grace évita complètement la cuisine et resta dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'Henri arrive plus tard dans la soirée pour la ramener à la maison. Sur le chemin du retour, Henri remarqua le silence inhabituel de Grace. « Ça va ?» demanda-t-il en lui jetant un bref coup d'œil. « Je vais bien », répondit-elle, la voix creuse. Juste fatiguée. C'était un long week-end. Henri ignora cela, supposant que sa tranquillité était le résultat de son absence de chez lui. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, le comportement de Grace devenait de plus en plus difficile à ignorer. Elle était distante, ses rires moins fréquents, sa chaleur remplacée par une attitude réservée. Henri s'est inquiété mais a choisi de ne pas insister sur elle, espérant qu'elle finirait par s'ouvrir. Pour Grace, cependant, la tourmente était plus profonde que ce qu'Henri aurait pu imaginer. Même si la culpabilité la rongeait, elle ne pouvait réprimer les souvenirs de cette rencontre interdite. Malgré son début horrible, l'intimité physique avait réveillé quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Du plaisir. Elle s'est retrouvée prise dans un réseau d'émotions contradictoires. La honte pour ce qui s'était passé et une attirance troublante pour le souvenir de cet événement. Grace se disait que c'était une erreur ponctuelle, mais les pensées persistantes créaient une fissure dans sa détermination, une fissure qui allait s'élargir avec le temps.
Pour éviter le risque d'une nouvelle tentation, ou pire encore, d'une découverte, Grace a complètement arrêté de rendre visite à Sandy et Gilbert, trouvant des excuses pour empêcher Henry de suggérer un autre voyage. Elle pensait que la distance l'aiderait à avancer, mais tout a changé lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle de sa grossesse a apporté un mélange de joie et d'effroi. Henry était ravi, imaginant la naissance de leur famille et partageant avec impatience la nouvelle avec Sandy et Gilbert, mais pour Grace, le bonheur était assombri par un doute tenace qu'elle ne pouvait réprimer. Et si l'enfant n'était pas celui d'Henry? La question la hantait, une ombre qui s'assombrissait de jour en jour. Elle se convainquit qu'il s'agissait d'une pensée passagère, d'une peur irrationnelle née de la culpabilité et d'un traumatisme. Mais au fil des mois, l'arrivée de l'enfant ne lui apporta aucun soulagement. La ressemblance avec Gilbert était subtile mais indéniable, un écho de ses traits qui faisait tourner l'estomac de Grace à chaque fois qu'elle regardait le bébé. Pourtant, elle restait silencieuse, ne voulant pas briser l'illusion de leur famille heureuse. Pourtant, son silence ne marque pas la fin de sa relation avec Gilbert. Ce qui a commencé comme un secret honteux s'est rapidement transformé en quelque chose de plus délibéré. Grace et Gilbert ne pouvaient pas s'arrêter, elle l'appellerait pour voir comment il allait et il lui rendrait l'appareil. Au fil du temps, leurs communications sont devenues plus audacieuses, aboutissant à des réunions secrètes dans des hôtels et des lieux isolés. Pour Grace, ce n'était pas l'amour, c'était le frisson et la satisfaction qu'elle trouvait dans ces rencontres. Malgré l'âge de Gilbert, son énergie et ses performances lui donnaient l'impression d'être un homme beaucoup plus jeune, alimentant son désir de maintenir l'affaire en vie. Les années passèrent et 3 autres enfants suivirent, chaque naissance accompagnée de la même peur obsédante. Le silence de Grace est devenu sa prison, l'enfermant dans une vie de paranoïa constante. Gilbert, pour sa part, n'a jamais ouvertement reconnu la possibilité qu'il puisse être le père, mais ses interactions avec les enfants ont laissé Grace profondément mal à l'aise. Son affection lui semblait trop familière, trop possessive, comme s'il les considérait comme plus que de simples petits-enfants. Henry, inconscient du courant sous-jacent qui tourbillonnait autour de lui, a embrassé la paternité avec enthousiasme. Il a consacré son énergie à sa famille et à son ministère, aveugle à la tension qui couvait sous la surface. Sandy, elle aussi, n'a rien remarqué d'inhabituel, sa concentration étant absorbée par son rôle de grand-mère et sa foi tranquille dans la vie qu'elle avait construite avec Gilbert. Ce n'est que lorsque leur aîné, Philippe, est tombé gravement malade que les fissures de leur façade soigneusement construite ont commencé à apparaître. Le garçon souffrait de problèmes de santé persistants et un spécialiste a recommandé un bilan génétique complet pour mieux comprendre son état. Henry et Grace ont facilement accepté, espérant que les résultats fourniraient des réponses et une voie à suivre. Lorsque les résultats sont tombés, la vérité a explosé comme une bombe. Le test ADN a révélé qu'Henry n'était pas le père biologique de Philippe. Les implications étaient impossibles à ignorer et Henry, sous le choc de cette découverte, exigea des réponses de Grace. Acculée et incapable de mentir plus longtemps, elle a tout avoué, l'agression de Gilbert, la liaison qui a suivi et ses années de silence. Le monde d'Henry s'est effondré en un instant. La femme qu'il aimait, le beau-père qu'il respectait et les enfants dans lesquels il avait investi tout son cœur étaient tous empêtrés dans une toile de trahison si profonde qu'il pouvait à peine la comprendre. La rage, le chagrin et l'incrédulité se sont heurtés en lui, sa foi ébranlée jusqu'au plus profond. « Je t'ai fait confiance », cracha-t-il à Grace, la voix tremblante de fureur. « Je vous ai fait confiance à tous les deux. Comment as-tu pu me faire ça ?» Les appels au pardon en larmes de Grace sont tombés dans l'oreille d'un sourd. L'esprit d'Henry était déjà tourné vers des pensées de vengeance, pas seulement pour la trahison, mais pour les années de mensonges soigneusement tissés autour de lui. Henry a passé des jours dans le brouillard, la révélation lui rongeant l'esprit comme une tempête incessante. Il ne pouvait ni dormir, ni manger, ni se concentrer. Chaque fois qu'il regardait les enfants, son cœur se tordait d'agonie. Ils étaient innocents, mais ils étaient pourtant la preuve vivante de la trahison ultime. Et quand il pensait à Gilbert, sa fureur était plus vive que jamais. L'homme qui était entré dans sa famille, en qui il avait fait confiance en tant que figure paternelle, l'avait trahi de la manière la plus grotesque possible. La foi d'Henry, autrefois son guide, ressemblait désormais à une cruelle plaisanterie. Il se sentait abandonné de Dieu, humilié devant la congrégation qu'il avait si fidèlement servie. Comment cela a-t-il pu m'arriver ?
Pensa-t-il encore et encore alors que la colère se transformait en une marée déchaînée qui menaçait de le noyer. Le point de rupture survint un soir lorsqu'il rentra chez lui et trouva Gilbert assis à la table à manger, riant et plaisantant avec les enfants. La vue était trop lourde à supporter. Henri s'excusa et se retira dans son bureau, où il verrouilla la porte et regarda sa Bible. Il feuilleta les pages, à la recherche de conseils, mais les mots se brouillèrent, n'offrant aucun réconfort. Ses mains tremblantes agrippèrent le livre avant de le lancer à travers la pièce. Cette nuit-là, alors que la maison dormait, Henri prit sa décision. Il les confronterait tous les deux, Gilbert pour ses actions monstrueuses et Grèce pour son silence, et il ne s'arrêterait pas jusqu'à ce que justice soit rendue, quel qu'en soit le prix. Henri s'est approché de Grèce en premier. Elle était dans leur chambre, le dos tourné alors qu'elle pliait le linge. « Nous devons parler », dit-il d'une voix basse et ferme. Elle se tourna vers lui, les yeux remplis d'appréhension. « Henri, s'il te plaît, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Ne le fais pas. N'ose pas essayer d'expliquer ça, siffla-t-il. Tu m'as menti pendant des années. Tu as menti et tu m'as laissé croire que cette vie était réelle. Comment as-tu pu le faire ?» Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle essayait de répondre. « J'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te perdre. Tu m'as perdu au moment où tu m'as trahi, dit-il froidement. Grèce lui tendit la main, mais Henri recula, son expression se durcissant. À ce moment-là, quelque chose en lui se brisa. Il lui attrapa le bras et la traîna hors de la chambre, ignorant ses cris et ses protestations. « Nous allons régler ça ce soir », a-t-il déclaré. Il l'a forcée à monter dans son camion, la conduisant jusqu'à une clairière isolée dans les bois où ils étaient autrefois allés pique-niquer. L'ironie de l'endroit ne lui a pas échappé lorsqu'il s'est garé et l'a tiré du véhicule. Grèce implorait qu'on lui laisse la vie sauve, ses sanglots résonnaient à travers les arbres, mais la rage d'Henri l'avait rendu aveugle à ses supplications. « Vous avez tout détruit », a-t-il craché en saisissant une machette qu'il avait cachée dans le camion. « Tu ne peux pas gâcher ma vie et t'en aller. » D'un seul mouvement rapide, Henri a mis fin à ses jours dans un acte de violence horrible, la rage qu'il avait consumée explosant à ce moment horrible. La forêt était silencieuse, à l'exception de sa respiration difficile alors qu'il se tenait au-dessus de son corps sans vie, la réalité de ce qu'il avait fait s'imprégnant. Henri ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Au lieu de cela, il s'est rendu en voiture jusqu'à la maison de sa mère, où Gilbert était toujours éveillé, assis dans le salon avec une bouteille de whisky à moitié vide à ses côtés. La télévision était allumée, une faible lueur illuminant la pièce tandis que le vieil homme regardait l'écran d'un air vide. Sandy, épuisé par une longue journée à l'église et une soirée de course, s'était couché tôt. Sa chambre était située dans la partie la plus éloignée de la maison, séparée par des murs épais qui étoufferaient tout bruit venant du rez-de-chaussée. Gilbert leva les yeux avec surprise quand Henri entra. Il posa la bouteille, le visage assombri par un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Henri, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» Les yeux d'Henri brûlaient de fureur, sa mâchoire était fermement serrée. Il s'approcha, sa silhouette imposante dominant l'homme assis. « Toi, » grogna Henri, la voix basse mais empreinte de venin, « tu es la raison pour laquelle je suis ici. » Gilbert cligna des yeux, sa confusion évidente. « De quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiot avec moi. » Rugit Henri, attrapant le devant de la chemise de Gilbert et le poussant avec force sur la chaise. « Tu l'as violé, tu m'as trahi, et ensuite tu as eu l'audace de t'asseoir ici en faisant semblant d'être mon père. » L'expression de Gilbert passa de la confusion à la peur alors qu'il commençait à comprendre la situation. « Henri, je ne sais pas. N'ose pas me mentir. » hurla Henri, l'interrompant. « Je sais tout, les années de mensonges, la façon dont vous regardiez mes enfants, les secrets que vous pensiez emporter dans votre tombe. Eh bien, votre tombe arrive plus tôt que vous ne le pensez. » La panique de Gilbert grandit alors qu'il balbutiait pour obtenir une explication. « Henri, je jure que ce n'était pas. » Mais Henri n'écoutait pas. Il avait passé des heures à imaginer cette confrontation, et sa rage avait atteint son point de rupture. Il a attrapé Gilbert et l'a traîné vers le garage, ignorant ses protestations et ses supplications. « Vous ne pouvez pas vous éloigner de ça, » dit Henri en serrant les dents. « Vous ne pouvez pas gâcher ma vie et rester assis ici comme si de rien n'était. » Dans le garage, Henri a révélé le baril en plastique qu'il avait acheté plus tôt dans la semaine, ainsi qu'une bouteille d'acide qu'il avait stockée dans un coin. La panique de Gilbert s'est transformée en désespoir lorsqu'il a réalisé ce qui allait se passer. Il lutta contre l'emprise d'Henri,
Mais la fureur du jeune homme alimenta sa force. Avec une précision effrayante, Henri maîtrisa Gilbert, utilisant un film plastique qu'il avait apporté du coin pour l'étouffer. Les cris étouffés de Gilbert s'estompèrent à mesure que son corps devenait mou. Henri travaillait méthodiquement, ses émotions réprimées sous une concentration froide et détachée. Il versa de l'acide sur la dépouille de Gilbert, observant le corps se dissoudre dans le tonneau. La puanteur était insupportable, l'acte horrible, mais Henri n'a pas hésité. Au moment où l'aube se levait, il ne restait plus grand-chose de Gilbert qu'une bouillie de liquide et d'os. Henri a hermétiquement scellé le baril et l'a chargé dans son camion sous le couvert de l'obscurité. Il s'est rendu dans une région éloignée de toute habitation ou de tout regard indiscret et a enterré le baril profondément dans le sol. Sa mère dormait encore profondément, complètement inconsciente des événements horribles qui s'étaient déroulés sous son toit. La disparition de Grace et Gilbert n'est pas restée longtemps inaperçue. Les amis de Grace, habitués à ses appels téléphoniques réguliers et à ses mises à jour sur les réseaux sociaux, ont commencé à s'inquiéter lorsque les jours passaient sans qu'elle ait de nouvelles. Pendant ce temps, Sandy, la mère d'Henri, remarque l'absence soudaine de Gilbert. 2 semaines après la disparition de Grace et Gilbert, l'un des amis de Grace a déposé un rapport de disparition auprès de la police locale. L'affaire a initialement reçu peu d'attention. Des adultes disparaissaient tout le temps. Sans preuve d'actes criminels, les autorités ont supposé qu'elle aurait pu partir volontairement. Mais la disparition simultanée de Gilbert a déclenché des signaux d'alarme. Lorsque Sandy a contacté à contre-cœur la police pour signaler la disparition de son mari, des détectives ont été chargés d'enquêter. Les détectives Victor Dupont et Kenza Bisset, tous 2 enquêteurs chevronnés, ont été chargés de percer le mystère. Leur première étape fut de parler avec Henri, qui semblait calme et distant lors de leur visite chez lui. « Je n'ai pas vu Grace ou Gilbert depuis des semaines », leur a-t-il dit. Grace a mentionné qu'il avait besoin de s'absenter. Et Gilbert, eh bien, il est parfois imprévisible. Dupont étudia l'attitude d'Henri, notant la légère tension dans sa mâchoire et la façon dont ses yeux évitaient de croiser les leurs. « Est-ce qu'ils sont partis ensemble ?» demanda Dupont. Henri haussa les épaules. « Pas à ma connaissance. Ils ne m'ont pas exactement fait part de leur projet. » Alors que les détectives le pressaient davantage, l'histoire d'Henri restait vague, mais il y avait quelque chose dans son comportement qui ne convenait pas à Bisset. « Ça vous dérange si nous jetons un coup d'œil autour de nous ?» elle a demandé. Henri hésita, son sang-froid vacillant pendant un bref instant. « Bien sûr, dit-il en se forçant à sourire. Mais je ne pense pas que tu trouveras quoi que ce soit. » La perquisition au domicile d'Henri n'a rien révélé d'inhabituel, mais l'instinct de Bisset lui a dit qu'il y avait plus à raconter. Les détectives ont commencé à enquêter sur les antécédents d'Henri, en interrogeant des membres de sa congrégation et des amis de la famille. Ils ont découvert une excellente réputation, un homme de foi, un père aimant, un mari dévoué, mais plus ils approfondissaient, plus ils trouvaient d'incohérences. Sandy, ignorant l'implication d'Henri dans les disparitions, a mentionné son récent comportement erratique et son caractère croissant. Il a été soumis à beaucoup de stress, a-t-elle déclaré. Avec le ministère et la famille, c'est beaucoup de choses à gérer pour lui. Le tournant s'est produit lorsque les détectives ont découvert des documents financiers indiquant qu'Henri avait récemment acheté plusieurs barils de qualité industrielle et une grande quantité d'acide. Les achats, effectués quelques jours seulement avant la disparition de Grace et Gilbert, ont immédiatement déclenché une alarme. Pourquoi un prédicateur aurait-il besoin d'acide et de barils? Bisset a demandé à Dupont pendant qu'ils examinaient les reçus. Ça n'a pas l'air bien. Leurs soupçons ont été confirmés lorsqu'un voisin a déclaré avoir entendu des bruits forts et avoir vu Henri charger ce qui semblait être des objets lourds à l'arrière de son camion tard dans la nuit. Fort de ces informations, les détectives ont obtenu un mandat pour perquisitionner le garage et l'arrière-cour d'Henri. La perquisition a révélé toute l'étendue des crimes d'Henri. Dans le garage, les détectives ont trouvé des traces de restes humains et des restes de vêtements imbibés d'acide. Henri a été arrêté sur le champ, sa façade calme s'effondrant lorsque les policiers l'ont emmené menotté. « J'ai fait ce que j'avais à faire », marmonna-t-il, sa voix remplie à parts égales de rage et de résignation. « Ils m'ont trahi. Ils ont tout détruit. » Au cours de son interrogatoire, Henri a avoué avec des détails effrayants. Il a décrit le moment où il a appris la vérité sur ses enfants, la rage qu'il a ressentie lorsque Grace a admis sa liaison avec Gilbert et le plan qu'il a conçu pour se venger. Il n'a montré aucun remords, insistant sur le fait que ses actes étaient justifiés. Ils l'ont mérité, a-t-il déclaré aux détectives,
la voix froide. Gilbert m'a tout pris. Grace m'a menti pendant des années. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Malgré son attitude calme, les paroles d'Henri ont révélé les profondeurs de son psychisme brisé. Dupont, secouant la tête après les aveux, a fait remarquer, ce n'est pas seulement un crime passionnel. C'est une vengeance pure et calculée. Le procès d'Henri Oliver était imminent. Les détails horribles de l'affaire, le meurtre brutal de sa femme, la dissolution de son beau-père dans l'acide et la révélation choquante sur la paternité de ses enfants ont captivé tous ceux qui en ont entendu parler. L'accusation a décrit Henri comme un tueur de sang-froid qui avait méticuleusement planifié sa vengeance. Abraham, le procureur, a décrit les achats d'acide et de barils comme une preuve indéniable de préméditation. Du moment, a-t-elle soutenu lors de son discours d'ouverture. C'était un homme qui a décidé, étape par étape, d'éliminer les personnes qui, selon lui avaient fait du tort. Abraham a présenté au jury les horribles photos de la scène de crime ainsi que les preuves médico-légales liant Henri aux deux meurtres. Des témoins ont témoigné de la paranoïa croissante et du comportement erratique d'Henri dans les semaines qui ont précédé les meurtres, renforçant ainsi l'image d'un homme rongé par la vengeance. L'équipe de défense d'Henri, dirigée par l'avocat chevronné Festu Marcus, a adopté une approche différente. C'était le point de rupture d'un homme poussé à ses limites par la trahison et la tromperie. Marcus a appelé plusieurs experts en psychologie pour témoigner de l'état mental d'Henri, soulignant l'impact dévastateur d'apprendre que sa femme et son beau-père avaient conspiré pour cacher la vérité sur ses enfants. Imaginez construire toute votre vie sur une base de mensonges, a déclaré un expert. Le monde d'Henri s'est effondré en un instant, et il a réagi d'une manière qui, bien qu'horrible, est tragiquement humaine. La défense a également souligné les années de bonnes actions d'Henri en tant que prédicateur, en présentant des témoignages de paroissiens qui l'ont décrit comme un leader gentil et compatissant. Ce n'est pas un homme qui recherchait la violence, a soutenu Marcus. C'est un homme qui a été poussé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Après des semaines de témoignages, le jury a délibéré pendant 3 jours avant de parvenir à un verdict. Henri Oliver a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris de 2 chefs de meurtre au premier degré. Lorsque le verdict fut lu, Henri ne montra aucune réaction visible, son expression vide comme s'il avait déjà accepté son sort. Lors de la détermination de la peine, le juge s'est adressé directement à Henri. « Vos actions étaient calculées et délibérées », a-t-il déclaré. « Vous avez eu l'occasion de demander de l'aide, de trouver une autre voie, mais à la place vous avez choisi la violence. Les conséquences de vos choix entreront non seulement vous, mais aussi toutes les personnes touchées par cette tragédie. » Henri a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sandy Oliver, dévastée par la perte de son mari et les actes de son fils, s'est retirée de la vie publique. Elle a déménagé dans une petite ville tranquille. Les 4 enfants, désormais orphelins à la suite du meurtre de leur mère et de l'emprisonnement de leur père, ont été confiés à la sœur de Grace. Même s'ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement les événements qui s'étaient déroulés, ils grandiraient un jour et seraient aux prises avec le sombre héritage de leur famille. Pour Henri, la vie en prison est devenue une dure réalité. Il passait ses journées dans la solitude, hanté par les souvenirs de ce qu'il avait fait et des vies qu'il avait détruites. Le prédicateur qui inspirait autrefois l'espoir et la foi était devenu une figure d'avertissement, un rappel brutal de la façon dont même les individus les plus fiables peuvent succomber aux côtés les plus sombres de la nature humaine. Jusqu'où iriez-vous si les fondations de votre vie s'effondraient sous vos pieds? Que feriez-vous si vous découvriez que vos proches recèlent des secrets impardonnables? Ce sont les dilemmes moraux qui nous empêchent de dormir la nuit, nous remettant en question ce qui se cache sous la surface des personnes en qui nous avons le plus confiance. Si cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir sur la fine frontière entre justice et vengeance, abonnez-vous pour plus d'histoires qui plongent dans les recoins les plus sombres de l'expérience humaine. Partagez vos réflexions dans les commentaires. La réaction d'Henri était-elle le résultat d'un traumatisme profond, ou était-ce quelque chose de bien plus sinistre? Nous souhaitons connaître votre point de vue alors que nous explorons les complexités de ces affaires obsédantes. L'histoire d'Henri Oliver est une exploration effrayante de la trahison, de la rage et des conséquences dévastatrices d'une vengeance incontrôlée. Cela nous oblige à affronter des questions inconfortables sur la loyauté, le pardon et jusqu'où l'on peut aller lorsque tout ce qui lui est cher se révèle être un mensonge. À mesure que les échos de cette tragédie s'estompent,
Les cicatrices qu'elle a laissées demeurent, témoignage de la fragilité de la confiance et du pouvoir destructeur des secrets gardés trop longtemps dans l'ombre.